Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sylvie Le Poulichet, l'art du danger, de la détresse à la création. Ce sont souvent les expériences des créateurs qui permettent à la psychanalyse de s'approcher de sa propre énigme. Il faut partir des œuvres et reconnaître que certains créateurs manifestent une profonde connaissance des processus psychiques. Freud. Rencontre entre l'œuvre et l'écoute analytique, et poursuivre après Freud l'exploration des processus psychiques. Les failles narcissiques se trouvent relayées par des temps d'émergence d'objets insolites, prenant statut de corps étrangers, tenant lieu du moi. Les processus et émergences d'objets semblent s'être substitués à des investissements narcissiques de la surface du moi. L'angoisse de mort surgit en mélancolie quand le moi s'abandonne car il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'être aimé. Protection du père en scène comme représentation du ça. Créer serait alors surgir dans l'instant en tant qu'objet inconnu, lieu de captation des forces pulsionnelles. L'art du danger est la tension suscitée par l'investissement de ce rapport à l'objet inconnu. Bram Van Velde a peint dans son garage. Il se précipitait sur la toile où surgira quelque chose qu'il appelle l'instant vu. Il faut créer des images qui ne lui appartiennent pas. Un peintre, c'est celui qui voit. Mise en acte du temps dans l'image, il peint la chose en suspens. Chaque toile figure un dispositif qui transforme le monde visible en son temps pour voir. Ce qui reste à vif, c'est la présence du danger. La vie n'est que coup de couteau et on est la blessure. Il faut se mettre en danger, toute sécurité doit être détruite. Le danger est le ressort d'un processus d'auto-engendrement d'un corps à venir. De la détresse à la présence, la prise d'empreinte. Pure culture de l'effraction. Tous les individus ne sont pas égaux face à la jouissance. Avec Lacan, le sujet est précipité dans un affrontement avec quelque chose qui ne peut être aucunement confondu avec l'expérience quotidienne. L'empreinte, la prise constitue l'événement psychique d'une psyché livrée à la détresse et l'effraction. Dans l'analyse, dit Lacan, l'objet est un point de fixation imaginaire donnant satisfaction à une pulsion. C'est le vide qui est créé, introduisant la perspective de le remplir. Le vase fait surgir l'existence d'un vide au centre du réel, forme d'élévation d'un objet à la dignité de la chose. L'art du danger est toujours en mouvement et ne substitue qu'en mouvement. Forme première de sublimation venant pallier le défaut partiel d'un refoulement originaire. La rencontre avec le quelque chose est sans doute ce que tentent d'accomplir les créateurs incapables de supporter une existence voilée d'écran, comme dit Bacon. L'art du danger semble protéger le jeu d'un écrasement. La création est un saut qui permet de se faire un corps à venir. Le danger donne un temps et un objet à la détresse. Giacometti peint et sculpte pour mordre sur la réalité, pour se défendre, se nourrir, grossir. Il veut éveiller le vide qui entoure la matière. Cet espace qui entoure la sculpture et qui est déjà la sculpture même. Se nourrir, c'est être à l'intérieur d'un vide. Une prise de corps dans l'épaisseur d'un vide à la fois contenant et contenu. La connaissance de soi, la reconnaissance de l'autre doit partir du plus loin pour atteindre et pour éveiller le plus proche. Ces sculptures sont contagieuses, elles nous font perdre nos dimensions. Le promeneur devient le proche de ce loin, le dedans de ce dehors, ou le minuscule de ce géant. Giacometti dit que l'espace n'existe pas, il faut le créer. Toute sculpture qui part de l'espace comme existant est fausse, il n'y a que l'illusion de l'espace. Construire un vide pour s'y loger et devenir minuscule ou bien géant. Le sexe et la mort entrelacés dans l'expérience de la terreur sont une déchirure de la réalité qui fait perdre à Giacometti aux objets toute leur mesure.
La ressemblance est bien ce qui engendre la présence par une mise en acte du temps dans l'image. Selon Roland Barthès, il existe une convergence du minuscule et du comestible, les choses n'étant petites que pour être mangées et comestibles par essence, ce qui est la petitesse. Giacometti n'a pas craint de reconstruire le temps en le spatialisant afin de colmater ses erreurs qui avaient déchiré la réalité. Il développe une pensée du vide, ce qu'il appelle se nourrir du vide, réinterroge la clinique des boulimies et des addictions. Le temps qu'il faudra ne me fait plus peur, je suis ce temps. Robert Walser a annoncé sa mort dans son propre roman, 28 ans auparavant. Il est mort tombant dans la neige lors d'une promenade solitaire. Il marchera jusqu'à l'épuisement et la mort, près de l'asile psychiatrique où il a passé ses 27 dernières années de sa vie. Sa vie a commencé par la déchirure d'un voile, le voile du moi. Son œuvre est une tentative de guérison, écrivain de l'extase, animé par une pulsion à être différent en sortant de soi, dont parle Pijoux, qui ne se manifeste que dans la rencontre de l'instable et de l'instant. On distingue l'extrême détresse du bonheur extrême, dit Urs Widmer. Roman qu'il ne cesse d'écrire et qui est inséparable de sa maladie. L'important se présente sous la forme de l'anodin, du contingent. C'est à cette condition que le mode apparaît perpétuellement comme un miracle. Ces récits avancent comme au hasard, comme une promenade. Rien n'y est développé. Machine à produire le ravissement, dit Kafka, à produire du récit sans objet particulier, fortuit et que Walser ne corrige jamais. Pour Walter Benjamin, les histoires de Walser renferment l'atmosphère pure et alerte de la convalescence. Ces héros sont effrayés à l'idée d'avoir du succès dans le monde. Ils veulent jouir d'eux-mêmes et personne ne jouit mieux qu'un convalescent. Toute son œuvre est une longue promenade, une chose venant se ranger après l'autre. Il fallut continuer, cela signifiant laisser derrière soi, penser et marcher, méditer et avancer, composer et courir étaient apparentés, dit Robert Walser. Les promenades restent les mécanismes fondamentaux, le lien avec le monde et la société. Seule la guirlande des mots peut lier les instants. La jubilation et l'extase sont toujours à venir. Il écrit le livre d'un moi instantané et sa maladie est un excès d'amour pour ce qui se passe, fragment errant de lui-même. Les lettres lui tiennent lieu de chair, transfert du langage dans le mouvement. Il ne s'arrête pas, il devient chaque événement instant qui passe. Walser se promène comme un fragment de sa propre pensée. Sa menace d'immobilité, terreur d'avant son hospitalisation, effroi de la crise de la plume, véritable effondrement de ma main sauvant son écriture grâce au procédé du microgramme. La passion de l'effacement. Walser, l'effacé voué à la miniaturisation. La voix maternelle condamne le jeu. Cette voix ordonne la petitesse et le sacrifice, enfant immondice, simple déchet de son propre corps voué à se prendre pour rien. Défaut d'ancrage chez l'autre lorsque la montée du nazisme l'empêche de publier ses textes. Mise en échec de sa tentative de guérison. L'éloge du futile, son écriture se miniaturise à devenir illisible et engendre des effets de polysémie. Il note d'une écriture millimétrique sur les bouts de papier minuscules et semble ainsi guérir, se faire petit et humble. Il écrit et se vide et s'efforce d'écrire encore. Schizophrène à l'asile de Valdo, il souffre de terreur nocturne. Il admet entendre des voix et on le laisse tranquille. Walser rejette violemment le monde des pères et attaqué de l'intérieur par des figures terrorisantes auxquelles il doit obéir en se faisant minuscule. Lors des crises de 1928-1929, l'angoisse de désintégration du moi livré à la voix féroce du surmoi devint intolérable. Comme pour les stoïciens, le monde toujours changeant et mouvant est à chaque instant la plénitude de sa perfection. L'activité de la raison doit être conçue comme une activité corporelle. Il révèle l'art de la métamorphose, du monde infantile, se faire animal, bruit, lumière, instant d'extase. Tyrannie du surmoi qui menace de destruction. Fernando Pessoa, de la sublimation du rien à l'hétéronymie. Chacun de nous est plusieurs à soi, tout seul, prolifération de soi-même. Il consigne son autobiographie sans fait dans son livre de l'intranquillité.
Horreur d'être néanmoins ce moi-même. Je suis la prose que j'écris. Je me déroule en paragraphes. Je suis devenu la fiction de moi-même. Identifié au corps de l'écrit et dépouillé des oripeaux du moi. Pas délirant, dissocié ou pur mystificateur, mais axé à un savoir fondamental, esthétiquement emparé de cette vérité pour la pousser à bout. En art, il n'y a pas de désillusion, car l'illusion s'est vue admise dès le début. La tentation du rien, entre la vie et moi, une vitre mince, je ne peux la toucher. Développement de ce centre abstrait de sensations qu'il accomplira par une forme de sublimation du rien. Je me suis rendu compte en un éclair que je ne suis personne, absolument personne. L'extérieur du dedans de mon âme, Pessoa vend son ombre. Il dit connaître ses moments les plus heureux lorsqu'il se sent un végétal, un animal mettant à l'écart le moi-même. Le réel tente de se nouer à l'imaginaire et au symbolique. Reconstruire une matière réelle en la rêvant, tressage du réel dans le rêve, aspect particulier du destin, du narcissisme dans la sublimation. La meilleure façon de voir un objet, c'est de l'annuler, mais il subsiste, matière même de sa négation et de son abolition. Formulation de Lacan, la négativité se manifeste comme un meurtre de la chose, et cette mort symbole, constitue dans le sujet l'éternisation de son désir. La réalité est marquée d'emblée de l'anéantisation symbolique. Pessoa dit de la vie qu'elle est une spirale du néant. Il a mis en pratique ses convictions. J'ai tant vécu sans jamais vivre, désirant ardemment, infiniment cela qui ne peut être. La nostalgie de ce qui n'existe pas paraît épaissir une certaine volupté du rien. Pour réaliser un rêve, il nous faut l'oublier, distraire de lui notre attention. Je peux m'imaginer être tout, car je ne suis rien. Si j'étais quoi que ce soit, je ne pourrais plus rien imaginer. 8 mars 1914, debout, je commençais à écrire 30 poèmes d'affilée, dans une sorte d'extase. Ce fut le jour triomphal de ma vie, et n'en retrouverai jamais d'autre semblable. Ce fut l'apparition en moi de quelqu'un à qui je donnai aussitôt le nom d'Alberto Cairo. Puis immédiatement, intégralement, ce fut le retour, la réaction de Fernando Pessoa contre son inexistence en Alberto Cairo. Instinctivement et subconsciemment, je cherchais à lui découvrir des disciples hétéronymes. Il met en acte ses propres théories. Peut-être que tout ce qui existe, existe parce que autre chose existe. Rien n'est, tout coexiste. Deux Fernando Pessoa apparaissent dans les lettres, sa propre négation. Je me sens multiple. Moule de réalités représentant différents cadres de miroirs non vides. La multiplicité des miroirs engendre plutôt les fictions nécessaires à la construction d'une réalité plurielle et constitue une production d'antériorité. Ces miroirs sont des temps-êtres, ordonnant des temporalités de sensations, laboratoire des sensations, donnant une consistance originale au processus de négation constituante, recomposant les rapports du dehors et du dedans, liés en les séparant simultanément, le dehors et le dedans, résultat de jugement d'attribution et de jugement d'existence. Tel l'enfant qui a la capacité de jouer comme un poète, se créant un monde propre et arrangeant les choses suivant un ordre nouveau. Façonnement de nouveaux bords, loin de toute identification mortifère, au rien pour un moi évidé. Il s'agit de recréer dans une dimension métaphorique un monde intérieur du monde extérieur. Un mode intérieur du monde extérieur. À l'issue de son parcours, Pessoa sentit ne plus exister les vestiges et les déchets qui encombraient son âme. Le jeu recompose sa spirale de réalité. Sylvie Le Poulichet, l'art du danger, de la détresse à la création. Merci.